Je pense qu'il y a eu l'enchaînement, il y a eu les victoires de la musique avec le baiser, les milliers de menaces de mort, donc restant enfermé chez soi, donc forcément on voit plus d'humains, ça fait bizarre. Et après, il y a eu l'histoire avec le chroniqueur qui avait dit que j'étais effrayante, tout ça, et là je pense que ça m'a cassé encore, enfin, à 100% ma confiance en moi. Au final, je me suis pris une vague d'amour après ça, parce que les gens disaient l'inverse, mais mon physique était devenu un sujet. Salut aussi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, avec Nasser, on est ravis de t'avoir sur le plateau de C'est quoi l'info. En ce moment, tu es en tournée dans toute la France avec ton album Cœur Parapluie. Ça a commencé en novembre et ça va jusqu'en décembre prochain où tu termines avec l'Adidas Arena. C'est énorme. Pas trop de pression, ça va? Bah là, l'Adidas Arena, j'ai un peu de pression quand même. Je vais pas vous mentir, mais ça va. Alors déjà, on voudrait te demander comment ça va, mais comment ça va vraiment? Bah ça va super. En vrai, je me suis concentrée sur la tournée et tout, et ça m'a fait du bien, et je crois que je vais de mieux en mieux. Et l'album aussi, comme il disait, Cœur Parapluie, c'est 13 titres, avec cette expression du coup de Cœur Parapluie qui est aussi un de tes tatouages, je crois. Ouais, sur les jambes. Sur tes jambes, tu peux pas les montrer. Qu'est-ce que ça veut dire, Cœur Parapluie? Je sais que tu l'expliques sur la dernière track de l'album. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Cœur Parapluie? Bah en fait, quand j'ai fait cet album, je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien que j'avais l'impression de créer une sorte de protection sur le trop-plein que j'avais besoin d'expulser de moi. Et du coup, je me suis dit qu'un petit parapluie pour protéger mon cœur, ce serait sympa. Et du coup, c'est devenu le nom de l'album parce que j'ai l'impression que cet album me protège de plein de choses. On voulait te faire écouter un titre aussi qui s'appelle Je partirai, qui est sur ton album, sans spoiler, hein, je pense qu'on peut le dire. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit... Quand on écoute tes paroles, il y a un petit peu dark. Ouais, c'est vrai, beaucoup dark. En revanche, c'est sur des rythmes toujours hyper enjoués, hyper joyeux. Ouais, parce que j'ai ce truc de vouloir faire danser les peines, en fait. Je me dis, de toute façon, elles sont là, je vais en faire des chansons. Si en plus, je commence à faire des trucs hyper lents et hyper drama, ça m'arrive. Hein. Ouais. Mais je me dis, du coup, sur scène, ça va pas être très cool. Donc, j'ai envie quand même de danser les peines, quoi. C'est plus facile de faire passer des messages tristes et dark sur des chansons joyeuses. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, l'énergie que je mets dans la tristesse, je peux aussi la mettre corporellement sur scène, sauter partout, voilà, prendre le public avec moi. En tout cas, du coup, j'ai l'impression que je guéris mieux comme ça, quoi. Alors, j'ai regardé ton interview de Click et tu disais un truc hyper touchant. Tu disais que tu parlais de la couve de ton album, donc elle est noir et blanc, on va le voir là, à l'écran. Et en fait, quand on te demande en fait pourquoi ce code couleur, tu parles de ton mood de ces 3 dernières années, noir et blanc. Ouais, bah ça a été gris du coup, je pense au final. Mais c'est en tout cas, ouais, c'était soit la paix, moi je me sentais en paix et d'à côté je recevais beaucoup de haine, donc du coup il y avait ce côté sombre et ce côté moi qui essayait de s'apaiser et tout ça. Et du coup, ouais, c'est devenu noir et blanc en permanence, mais ça a été les montagnes russes ma vie depuis 6 ans, je dirais. Quand tu parles de paix, tu parles du succès, du coup, c'est ça qui t'a apporté beaucoup de paix dans ces dernières années? Bah, j'ai l'impression que le succès, ça m'a plus apporté des emmerdes, on va pas se mentir, mais en tout cas, la paix, c'est plus avoir réussi à faire des choses, d'avoir accompli plein de choses, quoi, d'avoir fait des albums, d'avoir fait des tournées complètes, d'avoir rencontré mon public et tout, ça, c'est une réussite. Après, le succès, c'est tellement noir et blanc, justement. Ouais. Et tu parles beaucoup de santé mentale dans cet album. J'ai une question un peu cash, t'es pas obligé de répondre. Est-ce que t'es déjà allé voir un psy? Alors, quand j'étais gosse, ouais. Mais depuis, non. J'aurais dû, je pense. Quand il s'est passé tout ce qui s'est passé avec les menaces de mort, tout ça, je pense que j'étais un peu en détresse. Mais j'ai fait le choix de pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais dû. Et tu conseillerais du coup aux jeunes qui nous écoutent d'y aller? Bah, s'ils en ressentent le besoin, je pense, en fait. Mais des fois, on se rend compte qu'on en avait besoin après. Donc, je pense que c'est bien d'y aller systématiquement pour les gens qui ont le temps et qui ont l'envie, quoi. Est-ce qu'il y a une chanson de ton catalogue, pas forcément du dernier album, mais que tu conseillerais pour aller mieux? Ouais, bah, je dirais aller là. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là. C'était un titre que j'avais fait sur la réédition de l'ancien album. Et en fait, ouais, ça, en gros, je dis dans la chanson, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma, quoi. Et c'est vrai, parce que je savais pas en écrivant ce titre, mais je vais mieux aujourd'hui. Donc, il a fallu quand même du temps, mais le temps guérit. On avait aussi, en écoutant aussi l'album, on se rend compte que pour toi, c'est un espèce d'exutoire d'écrire tout ça, parce que c'est très littéral aussi tout ce que tu écris. On comprend que ça va pas, mais tu le dis cash. On a l'impression que du coup, ça te fait beaucoup de bien d'écrire ça, toi. Bah, en fait, j'ai besoin d'écrire en permanence. J'écris tous les jours, même quand je fais pas d'album. Enfin, quand il y a aucun but
Ah oui, d'accord. Ouais, j'écris, il y a T'écris quand? Le matin, le bah, soir? la nuit, ouais. Ah ouais. Plus la nuit, le soir, ouais. Et en fait, j'en fais des textes, des chansons, des poèmes, mais en fait, je fais pas forcément des chansons de tout ça, quoi. C'est pas systématique, c'est juste que moi, j'ai besoin d'écrire, en fait, pour aller mieux. Donc ouais, complètement, franchement. On parlait Bah, aussi du t'es succès et des tournées de l'Adidas ouais. Arena, du coup, en décembre. Qu'est-ce que ça fait de se sentir star, de voir que les gens nous reconnaissent dans la rue? Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est aussi quelque chose qui peut intriguer. Nous, on parle au 12-18 Ouais. sur C'est quoi l'info? Qu'est-ce que ça fait au quotidien? Bah, en fait, c'est marrant, il y a quelques jours, justement, je regardais Gia sur le canapé, je me dis: «C'est trop bizarre, je suis connue», genre. Mais ouais, mais ça a mis même pas 6 ans pour dire ça, quoi. Parce qu'en fait, je suis pareil dans la vie, quoi. Je marche dans la rue, des fois, il y a des enfants ou des ados, des gens qui m'arrêtent, même encore hier, quoi, je faisais mes courses et tout et des fois, j'oublie. Alors que les gens, ils me regardent, mais en fait, je me suis presque habituée à ce qu'on me regarde. Quand je me déplace, je me cache pas, quoi. Je suis pas avec une perruque et tout, j'ai mon chignon, donc mais Tu sors jamais sans ton chignon, d'ailleurs. si ça Au chignon, en au vrai, chignon. j'enlève un Ah peu, oui? Au mais chignon. ouais. Tu peux nous expliquer le concept de au chignon? On aime Une trop. petite parenthèse, on adore. Bien sûr. Bah, en fait, non, mais cette histoire est complètement banale. En fait, c'est juste qu'un jour, j'avais chaud. J'ai fait un chignon et c'est tombé le jour du shooting photo du premier album. Et du coup, le chignon, je l'ai gardé. Ah, le Non, timing est J'avais pas parfait, dit, quoi. ouais, Le c'était timing est par parfait. hasard. Ouais, c'était pas réfléchi et tout comme DA. C'est juste que c'est resté, quoi. Et là, aujourd'hui, je l'enlève un petit peu. Mais franchement, les gens me reconnaissent quand même maintenant. Donc, Et ça, justement, sur la notoriété, comment toi tu la vis? Ouais. Tu disais tout à l'heure que c'est le succès t'avait apporté aussi beaucoup d'emmerdes. ouais. Comment tu vis cette notoriété quand tu vas faire tes courses, quand voilà, t'es aussi victime de cyberharcèlement, t'en Bien as sûr. beaucoup parlé. Comment tu la vis globalement, cette notoriété? Bah, quand je vais faire mes courses et que les gens me demandent une photo, c'est le C'est côté cool. cool. Ouais. En fait, c'est bien, on discute, on échange, c'est bien. En plus, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, donc du coup, ça me fait échanger avec des gens, ça me rend plus sociable et tout ça. Par contre, ouais, surtout le côté négatif, c'est bah ouais, les menaces de mort, tout ça. Du coup, qui dit être reconnu, et bah dit aussi avoir peur d'être reconnu dans la rue à cette période-là, parce que c'était pas que sur Internet, quoi. Et du coup, bah c'est ça le côté dark en fait, c'est que du coup, quand il y a des gens bien intentionnés, on se prend beaucoup d'amour et quand il y en a mal intentionnés, on se les prend vraiment aussi, quoi. Et globalement, pour toi en ce moment, c'est plutôt positif le retour des gens. Enfin, Ouais, tu- bah oui. après, je me suis ultra protégée depuis, quoi. Ouais. J'ai pris un garde du corps sur la Ah tournée. ouais. Ouais, mais enfin, au début, je le voyais comme étant quelque chose de fou d'en Oui, oui. arriver là, mais en fait, non, parce que je me sens mieux, du coup. Je me sens moins en danger. Au final, On tout te se l'a passe. conseillé ou c'est toi qui l'as demandé? Bah, je l'avais demandé depuis l'ancienne tournée, mais mes anciens tourneurs étaient pas très chauds, donc j'ai passé Ok. une tournée un peu compliquée sur l'ancienne tournée à avoir peur. Et là, j'ai rencontré des gens trop bien, des tourneurs trop bien, qui prennent soin de moi. Et du coup, c'est la première fois que je me sens aussi bien en tournée aussi. Donc, ça m'a aidé psychologiquement à tenir. Et je suis repartie d'un bon pied, quoi. Ça y est, genre, je suis bien lancée là et j'ai moins peur qu'avant. En fait, j'ai moins peur parce que je me dis, si ça doit arriver, ça arrivera. Si je dois me faire agresser, et voilà. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Donc, au bout d'un moment, je commence à croire que c'est des gens que sur Internet, quoi. Et ça, c'est marrant parce que c'est des petits moments de vie de tes qu'on voit en fait juste en coulisses et on connaît pas justement les coulisses de cette vie d'artiste. Mmh. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur ton équipe, l'équipe qui t'entoure? Bah, on Tu vois, est est-ce beaucoup, que beaucoup. ah ouais, Parce c'est qu'on vrai? a un bus complet, quoi. On dort tous Waouh. dedans et tout. Je pense qu'on doit être une quinzaine. ouais. Là, sur les clubs, sur les Zéniths, on a plusieurs bus. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens. Mais, Il y a quoi comme type de métier? ah bah, il y a tout, quoi. Il y a musiciens, techniciens, ingé son, les gens qui s'occupent des lumières, bah, justement, agents de sécu, manager. Voilà, on est vraiment beaucoup. Mais chaque personne fait en sorte que le bateau fonctionne, quoi. Ça, on avance grâce à tout le monde, quoi. Toute seule, j'aurais pas pu avancer sinon. D'ailleurs, sur l'ancienne tournée, j'ai changé totalement d'équipe, en fait. Ah oui? Entre les 2 tournées, j'avais besoin de reprendre à zéro pour me sentir dans un cocon que je trouvais plus dans l'avant. Voilà. Et Mais, là, ça y est, tu es à l'aise, tu es trop contente ouais, de je ton suis équipe. trop franchement, j'adore les voir, je passe beaucoup de temps avec eux, même en off, quoi. Et ça fait du bien parce que c'est des rencontres humaines aussi. C'est trop bien. Et donc l'Adidas Arena, bientôt. Ouais, non, mais c'est trop bien. Mais la salle n'est même pas ouverte encore. Mais c'est Elle ça, ouvre fin février, je crois. Mais ouais, combien de places? 9000, je crois. Ouais, ça commence à faire C'est beaucoup. ta plus grosse C'est la salle, non? Là, ouais. Bah, après, on fait des zéniths qui commencent à être bien complets aussi. On fait la LC Arena à Lyon et tout. Et franchement, ça commence à vraiment être grand. Alors, je rappelle que tu es autrice, compositrice et interprète. Comment tu composes tes chansons? Est-ce que ça se passe la nuit, ça se passe le jour? Comment tu écris tes paroles? Est-ce que d'abord tu as les mélodies en tête et ensuite
tu vois, tu t'écris pas comment ça marche? Dans quel sens? Dans quel ordre? En général, je commence à genre 21h. Ouais. Maintenant, je collabore beaucoup avec Gia, qui est ma manageuse aussi, et avec qui on écrit. Et du coup, je vais la chercher. En général, on vit ensemble, donc elle habite, enfin, elle est en haut, quoi, en général. Et je lui dis, vas-y, descends. On fait une chanson, et en Vas-y, général, descends, C'est j'ai ça, l'inspiration, c'est maintenant, faut c'est qu'on maintenant. écrive. c'est clair. Et en général, je lui fais les 4 accords, ou je lui fais ma petite idée, qui est la première idée du truc, et après, on fait toutes les deux, et ça dure jusqu'à 5-6 heures du mat. Et on fait la prod, tout en même temps, en fait, ouais. Du coup, tu dors à partir de 7h et jusqu'à Bah, pas trop, je dors pas trop. tu moi. dors Non, mais après, je me suis recalée là, parce que quand je fais un album vraiment et que je m'enferme, ça peut être du 6-7 heures du mat, et je me réveille à midi, quoi. Et tu disais que tu écrivais tout le temps, toute la journée et Ouais. tout. C'est quoi le pourcentage de texte qui finit sur l'album par rapport à ce que tu écris? C'est marrant. Bah, après, des fois, je vais juste prendre des phrases de ce que j'ai écrit, j'en fais une chanson, mais je vais un peu piocher dans tous les textes que j'ai écrits, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, il n'y a aucune chanson en général que je jette. Ah oui. Quand j'ai fini une chanson, j'en fais quelque chose, quoi. On a une petite question pour toi, Oshi, de Céleste, qui a 10 ans. On a une petite question pour toi, parce que nous, pour C'est quoi l'info, du coup, nous, on parle aux 12-18 ans. Elle a 10 ans, elle a un petit peu en dessous, mais c'est quand même très intéressant, sa question, c'est super mignon. Donc, on voulait te le montrer. Coucou Oshi, je m'appelle Céleste. J'aime beaucoup tes chansons et j'aime beaucoup Nouvelle Ère. Je voudrais savoir comment te vient l'inspiration. Est-ce que c'est quand tu es entouré de choses particulières, des choses qui se sont passées dans ta vie, ou quand tu es dans un lieu particulier où l'inspiration te vient de l'actualité? D'où te vient l'inspiration? C'est une super C'est bonne sûr qu'elle a question. 10 ans. C'est hyper gay, hein. Bah, déjà, elle aime bien Nouvelle Ère, et c'est drôle parce que j'avais fait la BO de One Piece en fait. Du coup, c'est marrant qu'elle me reparle de ça. À chaque fois, j'oublie. Et à chaque fois, je me rappelle. Merci déjà. Une artiste complète. Ouais, franchement, c'est super cool. En vrai, l'inspiration, je pense que ça peut venir. En fait, enfin, ça peut vraiment. C'est hyper aléatoire. Autant ça peut être l'actualité, un truc qui se passe, qui m'inspire. Ouais, ou ouais, je peux regarder les infos, être inspiré par un truc. Ça peut être aussi dans mon actualité à moi, quoi, dans ma journée, parce que c'est comme si genre il y avait des actualités chaque jour. Et dans un lieu précis, en général, ouais, quand même, j'ai l'impression que j'écris mieux dans mon studio quand même quand je suis enfermée dans un endroit que je connais. En tout cas, quand j'écris dans des endroits qui sont pas Il y a trop de celui-là, il y a du bruit, et j'arrive jamais à finir un truc parce que j'ai besoin d'avoir un instrument ou un truc pour écrire vraiment à la fin. Donc je dirais quand même chez moi, dans mon studio, enfermé, sans fenêtre. Sans fenêtre. J'aime bien sans fenêtre. Il y a de la lumière, mais franchement, il n'y a pas de fenêtre. On voulait te parler d'une chanson en particulier. On voulait te parler du harcèlement scolaire. Bah ouais. Parce que Mauvais Rêve, forcément, on l'a écouté, on la connaît. Donc dans Mauvais Rêve, tu chantes, tu m'as frappé la tête dans la neige devant tout le collège. C'est un exemple très concret de harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous en parler et comment ça t'a impacté Ben, en fait, ce qui est assez harcèlement? fou, c'est que je me suis rendu compte que c'était du harcèlement en faisant un mauvais rêve. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, j'ai subi une agression, mais c'était une agression. Alors qu'en fait, en me refaisant un peu toute l'histoire, c'était au quotidien, en fait, que j'ai appris, parce qu'au final, cette fille qui m'avait fait ça, je la croisais tous les jours. C'était un peu un règne de terreur et tout ça. Donc, ça s'apparentait à de l'harcèlement, en fait. Mais j'ai pris 20 ans à me rendre compte, quoi. Enfin, en vrai, parce que ça, À verbaliser le. Est-ce que tu en as parlé autour de toi du harcèlement scolaire? ouais, maintenant j'en parle en fait. Maintenant j'essaye de m'engager et tout, mais à l'époque, bah oui, j'avais dit à mes parents que je m'étais fait agresser, parce que ça se voyait, parce que j'avais des traces et tout. Et je me suis agressée 2 fois, une fois au collège, une fois au lycée, par une amie de la même personne. Mais en fait, mes parents, je sais pas s'ils ont vu ça comme du harcèlement vraiment à l'époque, parce que je leur disais pas que c'était tous les jours. Je me faisais pas frapper tous les jours, mais c'était des mots, c'était des regards, c'était une pression en fait que je sentais autour de moi qui était pas forcément facile, sachant que j'avais quand même des amis. Donc du coup, il y avait un peu ce truc T'es pas seule non plus dans la cour. bah, un peu volontairement, je pense, au bout d'un moment, parce que je m'isolais, mais en tout cas, j'étais pas totalement seule non plus. J'avais quand même des gens, et du coup, c'était un peu bizarre, mais en tout cas, à l'époque, les profs avaient rien fait, personne n'avait rien fait, quoi. Donc, Et dans Mauvais Rêve aussi, tu parles de ta solitude en tant qu'enfant, ouais. justement. Est-ce que tu te sentais seule? Comment tu faisais face à cette solitude? Je pense que j'étais très seule en primaire. En primaire. Plus dans mon Ok. monde, j'avais peut-être 1 ou 2 copains, mais c'était pas non plus la folie. Et après, au collège, je me suis un peu ouverte, mais je pense que je me suis isolée toute seule au bout d'un moment, parce qu'on s'habitue un peu à la solitude, en fait. Au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Quand on n'a pas le choix d'être solitaire, après, quand soudainement on doit se sociabiliser, on ne sait plus le faire non plus, quoi. Il y a aussi une phrase dans Mauvais Rêve où tu dis: on trace déjà mon parcours. On sait que l'orientation scolaire, parfois, c'est aussi un sujet pour les ados. Est-ce que pour toi, ça a été un sujet? Est-ce que tu avais l'impression de ne pas décider pour toi-même de ce que tu allais faire? Encore une fois, je pense qu'il y a personne qui m'a dit: «Tu vas faire ça», Ouais. mais il y avait la pression de
j'avais des très bonnes notes. Pour le coup, j'avais genre 17-18 de moyenne. J'étais vraiment tout le temps. Ouais, j'étais franchement, j'avais des bonnes moyennes. En tout cas, au collège, après au lycée, j'ai un peu plus décroché. Mais du coup, c'était la suite logique, c'était que je fasse un métier, que je fasse des études et tout. C'est pour ça que je pense que j'ai décroché au lycée, justement, parce que je me suis dit qu'en fait, j'étais en train d'avoir des bonnes notes, mais pourquoi en fait? Parce que je voulais pas faire un métier. Voilà, donc ça a été un peu bizarre parce que même mes parents, ils font pas de musique. Donc personne fait de musique dans ma famille. Ils ont tous des métiers plutôt simples, quoi, enfin connus et pas du tout. Et justement, ils sont pas connus, quoi. Et du coup, il y avait un peu une pression de mes parents parce que pour eux, c'était un rêve. C'est pas qu'ils y croyaient pas, mais c'était tellement. Ils disaient que voilà, c'est ça, en fait, que c'était tellement aléatoire qu'il y avait une chance sur combien pour que je puisse en vivre. Du coup, ça a été un peu des sources de conflit à des moments, mais en tout cas, ils m'ont soutenu quand même. C'est sympa quand même, quoi. Et c'était quoi ton rapport avec l'école? Est-ce que tu aimais bien ça? Parce que du coup, tu avais des bonnes notes, mais pour autant, tu ne voyais pas forcément faire un métier normal, entre guillemets. Ouais. C'était quoi ton rapport avec l'école? Au collège, je dirais que c'était. En fait, j'aimais l'école, j'aimais apprendre, mais j'aimais pas les gens et j'aimais pas y aller, quoi. Enfin, j'aimais pas la situation dans laquelle j'étais, donc c'était difficile. Je pense que j'ai totalement détesté après au lycée, quoi. J'étais vraiment plus là, quoi. J'étais là physiquement, mais j'étais en train de faire de la guitare dans ma tête, quoi. Donc j'étais plus trop là. Après, j'y allais un peu moins aussi, on va pas se mentir, du coup. On a justement, on se rend compte qu'il y a plein d'élèves qui correspondent pas du tout au système d'aujourd'hui. Ils ont fait rien pour eux. Toi, si tu étais ministre, tu vois, de l'éducation, mais une journée, allez, une petite semaine. Il a dit que t'as pas envie de faire. Ça serait quoi ta première réforme? Mais je pense que déjà, il y a beaucoup de pays qui font ça, c'est déjà faire des stages, beaucoup plus de stages et faire venir les ados. Mais bien sûr, mais tout au long de leur scolarité, je pense qu'en fait, ils doivent voir plein de métiers pour savoir ce qui peuvent les faire vibrer. Parce qu'en fait, c'est hyper. Moi, je me rappelle, je voulais être vétérinaire, après, je voulais être journaliste, après, mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion de voir ce que c'était, en fait. Si on fabule, on réfléchit à beaucoup de métiers et tout ça. Je vois du coup plein de potes qui ont suivi un cursus qui leur correspond pas aujourd'hui et au final, je vois qu'ils font rien aujourd'hui. Enfin, ils sont complètement perdus parce qu'ils ont suivi ce qu'ils pensaient être leur rêve, mais c'était peut-être pas leur rêve au final, quoi. Et dans Mauvais Rêve, tu parles aussi de ta timidité quand tu étais ado. Comment tu t'as fait pour te forcer malgré ta timidité ou comment t'as c'est ça, je te surpasser. Je me suis fait violence. En vrai, au début, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai aimé faire de la guitare. J'ai aimé l'avoir fait à chaque fois, en fait. Genre, je l'ai fait, ça y est, j'ai chanté. Ah, voilà, c'est ça. Mais sur le moment, je le vivais mal, en fait. C'était dur parce que j'étais vraiment timide. Après, sur la durée, je pense que j'ai pris plaisir à force. Mais au début, je me faisais violence. Donc aujourd'hui, tu te sens plus timide. Quand tu fais une salle de 9000 personnes, tu te dis bon, c'est bon, je peux y aller. Non, ça va. Après, je me mets dans un mood, je me concentre et tout ça. Après, il y a l'adrénaline toujours et le trac, ça existe encore. Ça disparaît jamais vraiment. Après, je suis toujours timide. Voilà, franchement, ça se voit pas de fond. Non, ça se voit pas, mais dans la vie de tous les jours, c'est plus dur. Ah oui. Ouais, franchement. Là, tu as du travail, donc ouais, ça va. T'es en performance. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, quand si je dois rencontrer des gens au resto et tout, enfin faire des rendez-vous, c'est compliqué, quoi. Et alors, il y a quelques jours, le président de la République a annoncé qu'il y aurait le retour, enfin même pas le retour, du théâtre, des cours de théâtre au collège pour vaincre justement sa timidité et puis développer son oralité. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une bonne idée. Il y a plein d'autres trucs à faire. Mais franchement, oui, je pense que ça reste une bonne idée parce que je pense que c'est bien que en fait, tous les enfants ne peuvent pas avoir accès au théâtre, à la musique, à tout ça chez eux. Donc, autant le faire à l'école. Je pense que c'est important et je pense que de toute façon, ça leur donnera des armes pour après. Parce que le théâtre, c'est important. Enfin, c'est important. Moi, j'en ai jamais fait. Mais j'aurais peut-être aimé en faire, quoi. C'est cool. Ça permet d'apprendre des textes, ça permet de se lâcher. Je pense que ça permet peut-être de créer une cohésion dans un groupe aussi. Donc, ça peut aider aussi les enfants à s'entendre entre eux et tout. Moi, je pense que c'est une bonne idée, pour une fois. C'est ça. Il y a une phrase aussi dans ton album, c'est sur le feat avec Calogero, qui m'a marqué, moi, ce matin, en l'écoutant. C'est Colore tes idées noires. Je trouve ça trop beau. On en parlait dans l'équipe et tout, on trouvait ça super beau. Comment tu fais pour colorer tes idées noires au quotidien? Quand tu es dans un mood un peu dark, comment tu sors de ça? Moi, je visualise beaucoup quand ça va pas, des choses positives. En fait, je me dis, il va se passer ça. Et en fait, à force de dire, ça se passe vraiment. J'ai un peu une force comme ça où, bon, après, c'est des choses faisables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de visualiser qu'on va bien, je pense qu'on finit par aller bien, quoi. Mais ça prend du temps parfois. Et c'est comme ça, je pense que je colore mes idées noires. C'est en faisant des chansons, c'est en les acceptant aussi, les idées noires, parce que ça peut arriver d'en avoir. Mais pour s'en débarrasser, il faut les accepter. Et ça prend du temps parfois, mais ça marche.
Et est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aux jeunes qui rêvent, je sais pas, de devenir musicien ou de devenir président de la République? C'est toujours croire en ses rêves et se visualiser plus tard? Qu'est-ce que tu dis Ouais, en fait puis à des jeunes, tu vois, visualiser pour pas toujours. perdre l'envie en fait? Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est Bah, dur. c'est dur parce que moi, j'ai perdu l'envie plein de fois aussi. J'ai été connue jeune, hein. En vrai, ça a Mmh. commencé jeune pour moi. Je pense que j'ai signé quand j'avais 20 ans. Mais j'ai eu quand même de 15 ans à 20 ans. C'était un peu la descente aux enfers tu vas pas pouvoir faire ça de ta vie. J'ai eu beaucoup de chance aussi, mais je m'en suis donné les moyens. Je pense Qu'est-ce qui a que, fait que justement tu jamais rien lâché? bah, après, je pense que j'ai visualisé beaucoup. Et j'ai fait confiance à ma mamie qui était beaucoup là pour moi. Donc, quand il y a une personne qui croit en toi, faut s'accrocher à cette personne-là, pas aux 20 qui te disent que tu vas pas réussir. Et ça, c'est vrai. Et je pense que tout est faisable, quoi. En vrai, même si tu as un rêve qui paraît impossible, genre président de la République, tous ces trucs-là qui demandent, j'imagine, des études et tout, je pense qu'à force de visualiser qu'on va l'être, même si on finit pas avec le bon nom de, Oui. président, par exemple, on peut finir autre Premier chose. ministre. Voilà, C'est exactement. déjà pas mal. C'est ça. Et, moi, je visualisais pas spécialement d'être chanteuse à l'époque. Je voulais écrire pour des gens. Je voulais faire de la musique dans ma chambre, chanter un peu, mais je voulais pas spécialement être Rémunérée pour ouais, ça. et pas forcément aussi, ouais, c'est ça, je voulais faire de la musique, quoi, juste. Et c'est devenu ça, c'est devenu moi, quoi. Mais en tout cas, essayer d'aller vers vers nos rêves, en fait. Ça sert à rien de les empêcher d'exister parce je pense qu'on aura les boules après à 45 ans. Tu parlais aussi de ta mamie. Ta famille est super importante pour toi. Quand on te suit un peu sur les réseaux, qu'on écoute tes Ouais. chansons, on sent que c'est une thématique importante pour toi, quelque chose de super important pour toi. Ta famille a soutenu aussi ton coming out. Nous, on est une émission pour les jeunes. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent faire leur coming out ou qui se sentent pas prêts? Comment toi, tu l'as géré? Bah, moi je l'ai géré, c'était un peu difficile parce que je savais que mes parents, ils étaient ouverts quand même, qu'ils allaient j'étais persuadée qu'ils allaient l'accepter, mais c'est pas pour autant que je leur ai dit avec facilité, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu, une pression de la société aussi, je pense. Et en fait, on se met une pression tellement immense avec ça que je pense que justement, il faut arrêter de s'en mettre une. Je pense qu'en fait, il faut se dire, attendre peut-être le bon moment, hein, parce qu'en fait, on a une pression de vouloir toujours tout dire à nos parents comme si on leur devait quelque chose. Et en fait, je pense que c'est bien de leur dire au bout d'un moment, mais faut pas se forcer à le faire parce que je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose. En fait, moi, j'ai pris mon temps quand même. J'ai pris mon temps. Il y a aussi Marcel qui est présent dans tes chansons, ton grand-père. Marcel. Marcel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson qu'on a trouvée magnifique aussi dans l'équipe, qui est sur ton album? Elle a été hyper dure à écrire, pour le coup. Pourquoi elle a été plus Parce difficile que les que, en fait, quand il est décédé, en fait, on a commencé à écrire la chanson quand il était à l'hôpital. Donc, avec Gia, un soir, on avait commencé à écrire cette chanson et en fait, il est décédé et on n'a jamais pu lui faire écouter. On a écrit la chanson en 2 fois. Le premier couplet, il était à l'hôpital et le deuxième couplet, il était décédé, en fait. Donc, ça a été une chanson assez particulière à écrire et j'ai même eu du mal parce que là, pour le coup, j'avais trop mal pour écrire. Et je pense que Gia m'a été d'une grande aide du coup sur ce thème-là parce que c'était pas facile. Enfin, au-delà du thème, c'est même pas un thème, c'était un hommage, quoi. Et c'était dur. Mais franchement, ça me fait du bien de la chanter aujourd'hui. Et nous, on est fans de Babouchka aussi. Oui, Star. Nous, on est fans de Babouchka. Et de FIFA aussi. Tu joues à FIFA avec elle? Bah, Tu joues à FIFA avec elle. J'ai vu une vidéo. Tu joues à FIFA avec avec elle. Ouais, franchement, elle est trop drôle. Est-ce que tu peux nous parler d'elle et de ta grand-mère? Évidemment, bah, c'est l'amour de ma vie, hein, de toute façon, depuis que je suis enfant, je fais tout avec elle. Je faisais tout avec mon papy Marcel aussi. On était vraiment un trio La incroyable. JSR. Exactement, le football, tout ça. Du coup, maintenant, elle regarde les matchs aussi avec moi. Mais franchement, ils m'ont tout appris parce que je pense qu'eux, ils sont pas dans cette société. Enfin, ils sont toujours pas dans cette société-là. Il y a plein de trucs qui leur échappent. Ils connaissent pas les réseaux sociaux. Voilà. Enfin, c'était un truc qui leur échappe totalement. Et du coup, ils sont alignés avec l'époque d'avant, tout en ayant évolué aussi. Ils sont pas fermés. Enfin, ma mamie, en tout cas, elle est elle est pas fermée du tout. C'est la femme la plus ouverte que je connaisse, alors que c'est pas la même époque. Je trouve ça incroyable. Tu parlais des réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, tu as vécu une vague de harcèlement après les victoires de la musique en 2020. Est-ce que tu y vas? Quel est ton rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux? Quel est ton réseau préféré? Celui où tu te dis je vais vraiment pas y aller parce que je vais voir que ça va être compliqué. Ouais. Je vois que sur TikTok, tu réponds aussi pas mal aux gens. Sur Insta aussi un peu. Comment fait, tu gères tout ça?
TikTok, ouais, je réponds beaucoup aux commentaires. TikTok, en fait, déjà, j'ai mis une espèce de truc qui supprime directement les commentaires. Ah, t'as restreint les commentaires. Exactement. Du coup, il y a quasiment pas de commentaires horribles sur TikTok. Donc déjà, du coup, je réponds aux gens parce que je sais que je vais recevoir que de la bienveillance. Après, Instagram, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé publiquement. En tout cas, je reçois encore des menaces de mort en privé. Il y en a encore. Encore aujourd'hui? Ouais, il y en a. J'ai reporté plainte il y a pas longtemps. Bon, voilà. Mais c'est devenu un peu un cercle vicieux. Mais en tout cas, en commentaire public et tout, je supprime directement maintenant quand il y a un truc et tout. Et j'y vais un peu moins qu'avant aussi, du coup. Hein. Franchement, ça m'a un peu vacciné. J'y vais, je publie, je réponds, je vois les commentaires positifs, je réponds un peu et après je disparais pendant 2 jours, quoi. Justement, les commentaires positifs sur TikTok, il y en a plein. Comme tu disais, tu as aussi restreint les commentaires, donc tu as des commentaires cool. Comment tu gères, toi, ce rapport direct avec le public? Pourquoi, pour toi, c'est important de leur répondre? Bah, c'est important parce que quand on est dans une salle et qu'il y a des milliers de personnes, on peut pas aller répondre à chacun d'entre eux. Enfin, Oui. je réponds au public en général, quoi. Et quand je vais dans le public, je lance ça à la main, machin, je fais des photos. Mais après, bah, du coup, TikTok et tous ces réseaux-là, ça permet aussi d'avoir un contact direct avec les gens. Ouais. Eux, ils nous voient à travers un écran. Moi, je trouve ça cool de leur répondre aussi à travers un écran parce qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a des humains derrière et ça leur fait plaisir, je vois. Enfin, Du coup, tu peux faire des vidéos sur le haut chignon aussi, quoi. Ouais, C'est cool aussi. là. C'est ça. Au-delà parce que quand on reçoit des messages qui font du mal, je pense que ça entache un peu sa confiance en soi. Enfin, j'imagine à un endroit que ça abîme un petit peu. Comment on fait pour garder cette confiance? Bah, en fait, je l'ai pas gardé, je l'ai totalement perdu et je l'ai retrouvé. Mais ça m'a pas servi à rien. Je pense qu'il y a eu l'enchaînement, il y a eu les victoires de la musique avec le baiser, les milliers de menaces de mort, donc rester enfermé chez soi, donc forcément on voit plus d'humains, ça fait bizarre. Et après, il y a eu l'histoire avec le chroniqueur qui avait dit que j'étais effrayante, tout ça. Et là, je pense que ça m'a cassé encore, à 100% ma confiance en moi. Au final, je me suis pris une vague d'amour après ça, parce que les gens disaient l'inverse, mais mon physique était devenu un sujet. En fait, c'est juste, même si c'était positif, parfois, qu'on me disait des trucs mignons, en fait, c'était quand même devenu un débat et un sujet, alors que j'avais rien demandé. Et est-ce que tu penses que ce débat, ce sujet, il était lié à ton sexe? Est-ce que tu penses que ça aurait pu être le cas pour un homme? Je pense que ça aurait... Non, je pense que c'était hyper sexiste, ces propos, au final. Je sais même pas s'il s'est rendu compte de ça, mais je vais même pas le défendre aujourd'hui. Je pense que de toute façon, j'ai pas à le défendre, mais en tout cas, ça provient que dans la société, il y a un problème avec ça, évidemment. Si j'étais un garçon, je pense que je me serais pas pris tout ça. On parle toujours des filles, oui, des femmes. En tout cas, là, pour la partie physique, parce que genre sur l'homophobie, je pense que c'est pareil pour les deux genres. Pour la partie physique, je pense en tant que femme, on s'en prend quand même plus plein la gueule. Hein. Alors, quand tu avais 16 ans, tu étais un petit peu paumée, tu savais pas où tu allais. Aujourd'hui, on peut dire que tu es une femme forte, tu es une femme puissante à 26 ans, et ça, c'est quand même hyper stylé. Je pense que c'est bien de le savoir, c'est bien de le dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément justement confiance en eux, qui savent pas vraiment où ils vont aller? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Mais d'être patient, d'être sympa avec soi, en fait. Parce que moi, j'ai été dure avec moi-même, en fait. Et je pense que ces gens-là qui n'ont pas confiance, qui ont 16 ans, je pense qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Et ça, c'est super... faut pas faire ça, en fait. Parce qu'on s'en rend compte 10 ans après que c'était débile d'être dur comme ça. Je pense qu'avec les réussites et tout ce qu'ils vont accomplir, ça va aller, en fait. Mais pareil, il faut du temps. Et le temps, c'est dur de l'accepter. Bon, on va terminer avec on est hyper content d'avoir trouvé ça. Ouais, la petite minute sans réfléchir. Donc, on va te poser des questions. Il va falloir que tu ne réfléchisses pas dans tes réponses. Donc, c'est du tac au tac. On va lancer le chrono. T'es prête? Allez. 3, 2, 1, c'est parti. FIFA ou Rocket League? FIFA. Evoli ou Dracofeu? Dracofeu. On a la petite tasse Pokémon ici, normalement. Ouais. Oh, on l'a caché. On l'a caché. Ah, elle est là. Dragon Ball ou Olive et Tom? Dragon Ball. Elle dure, celle-là. Indochine ou Brel? Non, impossible. Ah, impossible. Attention, t'as qu'un seul joker. Bah, ce sera celui-là. Le Japon ou la France? La France, je suis née en France. Booba ou Clara Luciani? Clara Luciani. Plutôt TikTok ou Instagram? Instagram, quand même. Nuit ou jour? Nuit. Pour créer, du coup. Bah ouais, pour créer. la nuit, c'est le jour. Pâte au piment ou sushi? Pâte au piment. Est-ce que tu peux nous filer ta recette après ou pas? Franchement, avec plaisir. Est-ce que Mathilde ou Oshi? C'est la même personne. Ok. Et bah, t'as réussi. Ah ouais, 3 secondes. Ouais, nickel. Merci Bah beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Merci.
Merci, ouais. Vraiment, c'était trop bien. Je pense qu'on a plein de clés pour que les jeunes aillent mieux. Hein. Carrément. bien. Merci beaucoup d'être venu Merci d'être venu. Merci. et d'avoir super. répondu à nos questions et tout. C'était trop cool. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Oui, On se retrouve sur merci la d'être chaîne avec de C'est quoi l'info et puis on se dit à très vite. Salut. J'ai plus la qui regarder. Salut, Joe, celle-là. Salut. Merci.